Yuki était un vilain mâle bêta transporté dans une autre dimension et sur le point de servir de repas à des monstres. Mais tout change quand une bombe le sauve et fait de lui son esclave démoniaque pour combattre le jour avant de le récompenser la nuit. Un soir, alors que Yuki rentrait chez lui, un brouillard soudain envahit la rue et il se retrouva à Mato, la capitale des démons. Alors qu'il tentait de se calmer, un monstre nommé Shuki surgit et essaya de l'écraser comme une crêpe. Heureusement, il fut sauvé par Kyuka, la commandante du 7e escadron de la force de défense anti-démons. Elle dégaina aussitôt son sabre et se lança dans un carnage, découpant les Shuki comme s'ils étaient en pâte à modeler. Cependant, une autre horde apparut. Elle utilisa donc ses pouvoirs pour asservir un Shuki vaincu et s'en servir de monture. Les monstres les poursuivirent, mais alors qu'ils allaient les rattraper, ils furent abattus par Imari, Nei et Chouchou, les subordonnés de Kyuka. Nei utilisa ensuite sa capacité de détection pour scanner la zone à la recherche d'autres menaces. Une fois leur position confirmée, Kyuka ordonna à son équipe de les éliminer. Après son départ avec Yuuki, Imari changea ses mains en canon pour pulvériser les monstres, tandis que Chouchou se changeait en version soft de Hulk. Une fois la chasse terminée, les filles reprirent la route vers le quartier général avec le garçon qu'elles avaient sauvé. Au même moment, Yuuki et Kyuka tombèrent sur la sœur du garçon qui était poursuivie par des monstres. Elle trébucha et tomba d'une falaise, mais Kyuka réussit à la rattraper juste avant l'impact. Ils tentèrent de fuir, mais la bête asservie était trop lente, elle dut donc l'abandonner pour combattre les monstres seuls. Quand un monstre attaqua la petite, Yuki la protégea de son corps comme s'il était intouchable, mais Kyuka lui évita de mourir dès le premier épisode. Elle activa un puissant bouclier pour les protéger et tout en reprenant son souffle, elle se rappela que ses supérieurs jugeaient son pouvoir d'asservissement trop faible. Déterminée à leur donner tort, elle s'approcha de Yuki et lui dit qu'elle avait besoin de son aide. Le garçon accepta avec joie, mais quand elle lui dit qu'il devrait devenir son esclave, il resta pétrifié de choc. Elle lui demanda ensuite de lui lécher la main, ce qu'il fit sans même lui demander pourquoi. Aussitôt, une chaîne apparut autour de son cou, et alors que l'énergie l'envahissait, il se transforma en un Shuki blanc. Toute excitée, Kyuka chevaucha son nouveau jouet et lui fit massacrer toutes les bêtes aux alentours. Quand les derniers Shuki virent qu'il était cuit, ils fusionnèrent pour former un golem géant. Le golem lança alors un rocher sur le duo, mais ils le pulvérisèrent et terrassèrent le golem d'un seul coup. Le combat fini, Yuki redevint humain et Kyuka loua sa force avant de lui proposer de devenir son esclave de façon permanente. Avant qu'il ne réponde, elle l'embrassa soudainement et révéla que son pouvoir l'obligeait à récompenser ses esclaves après chaque mission. Le cerveau de Yuki surchauffait déjà après ce baiser, mais Kyuka ne semblait pas en avoir eu assez. Elle expliqua que la récompense exauçait les désirs secrets de Yuki et qu'elle ne pouvait pas s'en empêcher. Elle entreprit ensuite de vider le puceau de son énergie, puis elle lui confia son rêve de devenir commandante suprême pour exterminer tous les Shuki. Elle lui demanda alors son aide, et il accepta car les récompenses de Kyuka valaient bien mieux qu'un boulot de bureau ennuyeux. Plus tard, ils arrivèrent au dortoir de la défense, et quand il demanda comment il vivait en sécurité à Mato, elle lui parla de la barrière protectrice. Une fois à l'intérieur, Kyuka le présente aux autres comme l'intendant du dortoir, ce qui le déçoit car il pensait faire partie de l'escouade. Elle lui dit que les hommes ne sont pas admis dans l'équipe, mais qu'elle l'utiliserait au combat au besoin. Plus tard cette semaine-là, alors qu'il essayait de surpasser le capitaine Levi au ménage, un Shuki surgit de terre et tente de l'attaquer, mais la barrière l'arrête. Alors qu'il se demande pourquoi il est apparu là, Nei s'approche et lui explique que leur région est la plus active en Shuki, il est donc normal d'en voir près du dortoir. Yuki demande alors s'il est prudent de laisser le Shuki errer comme s'il était chez lui et Nei répond que tout va bien. Cependant, l'instant d'après, Imari apparaît et l'abat d'un coup de feu. Elle commence alors à réprimander Yuki pour avoir négligé ses corvées, mais Yuki se plaint qu'elle a failli le tuer avec ses tirs imprudents. Imari lui dit d'arrêter de pleurnicher et se vante qu'elle ne raterait jamais sa cible car son deuxième prénom est Fine Gâchette. Alors qu'elle s'éloigne avec Nei, Yuki commence à marmonner, alors elle se retourne et lui passe un autre savon. Plus tard, alors qu'il nettoie le poste de garde, il aperçoit par hasard Imari entrant dans les bains en tenue d'Ève et se cache vite avant qu'elle ne le voie. Malheureusement, Chouchou, qui jouait à Ant-Man, a tout vu, alors après avoir repris sa taille normale, elle prend une photo comme preuve. Quand elle la lui montre, Yuki panique, car Imari est clairement visible en arrière-plan, et si elle la voyait, elle interpréterait mal les choses. Chouchou n'essaie même pas de cacher qu'elle a pris la photo pour le faire chanter, et quand il demande ce qu'elle veut en retour, elle lui dit qu'elle veut qu'il devienne son esclave. Ensuite, il va nettoyer sa chambre et ce faisant, il tente de lui voler son téléphone pour supprimer la photo, mais Chouchou déjoue ses plans. Il attrape accidentellement ses sous-vêtements et devient rouge de honte. Amusé, Chouchou le taquine et l'assure que ça ne la dérange pas, car elle le voit plus comme un animal de compagnie que comme un homme.
Elle lui rappelle ensuite qu'en tant qu'intendant, ranger son linge fait partie de son travail, alors Yuki se détend. Cependant, quand il commence à ramasser les affaires, Chouchou prend d'autres photos pour son dossier de chantage, ce qui le fait râler. Après avoir quitté sa chambre, il essaie de se convaincre qu'il n'aurait pas d'ennui avec Kyuka si Chouchou lui montrait les photos. Cependant, après avoir vu Kyuka terrasser un Shuki d'un coup de pied puissant, il commence à craindre pour sa vie. Juste après, Nei vient l'informer qu'elle va bientôt partir pour une réunion avec Kyuka et Imari, le laissant seul au dortoir avec Chouchou. Yuki n'est pas ravi de cette nouvelle, car il sait que Chouchou va le taquiner et la fille le prouve en lui souriant malicieusement derrière Nei. Dès qu'ils sont seuls, elle l'oblige à lui faire un massage, et pendant qu'ils s'exécutent, ils commencent à parler de leur famille. Chouchou lui dit qu'elle est la cadette de 3 sœurs, et que ses aînés l'ont toujours pourri gâtée. Leur père est parti acheter du lait quand elle était petite, et elle a fréquenté une école de filles. Il est donc le premier homme à qui elle parle. Elle avoue aussi qu'elle a décidé de faire de lui son esclave parce qu'elle pensait que ce serait amusant. Yuki souligne à quel point c'est tordu, mais Chouchou soutient que non, car elle a aussi rejoint la force de défense pour la même raison. Yuki ne comprend pas pourquoi on chercherait des sensations fortes au péril de sa vie, et Chouchou répond simplement « YOLO ». Quand il finit le massage, elle le défie à un concours de jeux vidéo en disant que le perdant devra se déshabiller. Yuki ne voulait pas accepter, mais il s'est dit qu'il allait en profiter pour lui donner une leçon. Malheureusement pour lui, il a perdu chaque partie et s'est retrouvé en simple caleçon que Chouchou l'a forcé à retirer. Quand il a refusé, invoquant l'indécence et tout le reste, Chouchou a ri et a légèrement grandi. Elle l'a ensuite plaqué au sol, a pris sa position préférée et l'a dépouillé de son caleçon. Dès qu'elle a vu son engin, elle s'est mise à rire en disant que son petit doigt était plus gros que ça. Yuki voulait mourir de honte, mais un séisme soudain les a fait se précipiter dehors pour trouver un grand Shuki frappant sur la barrière. Chouchou s'est immédiatement transformé en géante et a affronté la créature, l'utilisant sans pitié comme partenaire de lutte jusqu'à sa mort. Cependant, un Shuki plus gros l'a attaqué par derrière et l'a envoyé valser, mais Chouchou n'a pas été déstabilisée. Elle s'est relevée et a essayé d'améliorer sa transformation, mais pour une raison quelconque, ça n'a pas fonctionné. Les plus petits Shuki lui ont alors tenu les jambes pour qu'elle ne puisse plus bouger ni esquiver l'attaque du plus gros. Yuki s'est tout de suite inquiété, mais l'idée de lécher les gants de Kyuka pour pouvoir se transformer lui est soudainement venue à l'esprit. Aussitôt, il s'est précipité à la buanderie pour les trouver, mais malheureusement, sa transformation n'a duré qu'une seconde. Refusant d'abandonner, il a ramassé l'un de ses hauts et l'a embrassé, mais seule sa jambe a changé pendant quelques secondes. En dernier recours, il a attrapé l'une de ses bottes et s'est précipité dehors où il l'a léchée. D'un autre côté, Chouchou perdait son combat contre le Shuki, et juste au moment où elle allait être assommée, un Yuki à moitié transformé est accouru à son secours. Dès que Chouchou l'a vu, elle a saisi le bras du Shuki, le maintenant en place pour que Yuki puisse lui asséner un coup de poing surprise. Après quoi, il l'a achevé d'un coup de pied puissant et a commencé à tomber parce que son corps était devenu engourdi. Heureusement, il est tombé dans les coussinets de Chouchou au lieu de finir en tache rouge sur le sol. Après l'avoir aidé à descendre et avoir repris sa taille normale, elle a découvert que sa saucisse n'avait pas suivi le mouvement et elle est restée fascinée. Gênée, Yuki a essayé de le cacher, mais cela n'avait aucune importance car Chouchou l'avait déjà vu dans toute sa splendeur. Plus tard, après le retour de Kyuka, elle a aidé Yuki en massant son corps endolori. Elle a aussi puni Chouchou en l'obligeant à aider Yuki pour les corvées pendant une semaine parce qu'elle s'était montrée trop sûre d'elle et avait sous-estimé son adversaire. Après le départ de Kyuka et des autres, Chouchou a posé son derrière sur le dos de Yuki et lui a dit que leur petit arrangement n'était pas terminé, brandissant la photo qu'elle avait prise dehors comme un bouclier. Pendant ce temps, dans une autre partie de Mato, une autre escouade de défense était poursuivie par un type différent de Shuki. L'une des filles a demandé aux autres de s'enfuir, mais elles ont été rattrapées par une fille aux cheveux blancs qui a ordonné aux Shuki de ne pas les manger. Elle a ensuite dit qu'elle sentait la présence de Yuki quelque part dans Mato et qu'elle avait hâte de le rencontrer. Quelques jours plus tard, Yuki et Kyuka ont utilisé le portail interdimensionnel de la force de défense pour retourner à Tokyo afin que Kyuka puisse visiter le monument commémoratif de la catastrophe de Mato dans sa ville natale. En racontant l'incident de ce jour-là, elle a parlé avec colère du Shuki à une corne qu'elle avait surnommée Unicorne. À l'époque, elle pensait que l'escouade de défense contre les démons l'avait abattue avec le reste des Shuki. Mais après avoir rejoint la force, elle a consulté les archives et a découvert qu'il avait échappé à la mort. Cette découverte a ravivé les flammes de la colère dans son cœur, alors elle a juré qu'elle tuerait l'unicorne et vengerait son peuple. Après avoir quitté le cimetière, Kyuka voulait retourner à Mato, mais Yuki a insisté pour qu'il s'arrête dans un café qui, selon internet, vendait le meilleur parfait de la région. Pendant qu'ils attendaient leur commande, Kyuka n'arrêtait pas de marmonner qu'elle voulait retourner à Mato pour éclater des têtes de Shuki. Alors Yuki lui a parlé de sa sœur, qu'il avait perdue lors d'un incident à Mato.
Il lui a expliqué qu'il comprenait sa motivation mieux que quiconque, mais lui a conseillé d'y aller doucement et de décompresser, sinon elle s'épuiserait. Kyuka a salué sa tentative de talk no jutsu, mais avant qu'elle ne puisse en dire plus, leurs parfaits ont été servis. Kyuka a pris une bouchée de ce délice crémeux et s'est extasié sur son goût, ce qui a poussé Yuki à la regarder comme un idiot, car son sourire lui rappelait sa sœur. À ce moment-là, le téléphone de Kyuka a sonné pour un appel d'urgence de Mato, alors elle a fait transformer Yuki et l'a chevauché pour le retour. Après leur arrivée au dortoir, Kyuka a emmené Yuki dans sa chambre pour lui donner sa récompense malgré sa gêne. Lorsqu'ils ont enfin rejoint les autres, ils ont appris qu'un grand cratère était apparu quelque part dans la région sud et qu'il grouillait de Shukis. C'était la première fois qu'une telle chose arrivait, et Nei a utilisé ses pouvoirs pour confirmer que les Shukis ne cherchaient pas à quitter les lieux. Cela les a conduits à croire que le cratère était un nid, alors Kyuka a ordonné à tout le monde sauf Nei de se mettre en route. Elle est montée sur le dos de Yuki, ils sont donc arrivés bien avant Shushu et Imari qui ont pris respectivement la moto et la jeep. Yuki a immédiatement voulu sauter dans le cratère pour éclater des têtes de Shuki, mais Kyuka a dit aux barbares d'attendre de voir le travail d'équipe. Pile au bon moment, une chouchou géante est arrivée et a percé la horde de Shuki pendant qu'Imari commençait à leur tirer dessus. Kyuka a ensuite expliqué que leur stratégie était de faire fusionner les Shuki, car il serait plus facile de les éliminer une fois cela fait. Juste au moment où elle mentionnait qu'ils allèrent bientôt passer à l'action, quelque chose est passé devant eux et a attaqué Shushu. Quand la neige s'est dissipée, Kyuka a été choquée de voir qu'il s'agissait de l'unicorne. Sur son dos se trouvait la mystérieuse fille aux cheveux blancs, et elle l'a protégée avec ses cheveux lorsqu'il a attaqué Imari. Imari a été surprise quand la fille a parlé, car elle n'avait jamais vu ni entendu parler d'un Shuki humanoïde. Avant qu'elle ne puisse en dire plus, la fille a ouvert la bouche et l'a frappé avec un souffle puissant, l'éjectant hors du cratère. Alors que la fille commençait à célébrer sa victoire, Yuki et Kyuka se sont glissés derrière elle et ont tenté d'attaquer. Cependant, elle a rapidement riposté. Elle a ensuite reculé et les a félicités d'avoir presque réussi à la toucher. Kyuka ne s'est pas soucié de ses paroles et a exigé de savoir qui elle était. La fille a dit qu'elle était l'ennemi juré de la force de défense et a demandé si l'un d'eux avait vu son petit frère. La pâle copie d'Esdis n'a pas répondu et pendant qu'elle se battait, la fille n'arrêtait pas de vanter les mérites de son petit frère. Juste au moment où elle allait révéler le nom de son frère, le Shuki géant qui s'était formé a rugi, ce qui l'a mise en colère. La façon dont elle le regardait avec colère a rappelé à Yuki sa sœur aînée. Sous leurs yeux, la fille a achevé le Shuki et a donné ses restes à l'unicorne, laissant croire à Kyuka que la fille était leur commandant suprême. La fille a dit à Kyuka qu'elle ne savait rien de Mato, mais Kyuka n'écoutait pas et l'a attaqué. La fille s'est défendue, et après avoir réussi à séparer Kyuka de Yuki, elle l'a soulevé pour le mettre en pièces. Cependant, elle s'est arrêtée car quelque chose en lui semblait familier. Avant qu'elle ne puisse confirmer ses soupçons, Kyuka a coupé ses cheveux qu'elle utilisait pour maintenir Yuki. Elle a aussi réussi à la blesser, mais avant qu'elle ne puisse l'achever, l'unicorne est intervenu et s'est échappé avec la fille. Kyuka était furieuse et a exigé que Yuki les poursuive, mais Yuki n'a pas répondu car il était occupé à défendre Shushu et Imari. Voyant cela, elle a contenu sa colère, a ramassé Imari et a dit à Yuki qu'il retournait au dortoir. Plus tard, alors que Nei veillait sur Imari et Shushu, Kyuka était dans son bureau avec Yuki. Eh bien, il était allongé au sol pendant qu'elle le piétinait car apparemment, ses récompenses étaient ce que son esprit pervers voulait qu'elle lui fasse. Mettant de côté son dégoût pour son esprit mal tourné, elle a commencé à parler de la licorne et de sa cavalière. Yuki lui a dit que la Shuki ressemblait à sa sœur, mais Kyuka ne croyait pas que ce soit elle. Elle était convaincue que la Shuki avait réagi ainsi envers Yuki car elle avait les souvenirs de sa sœur. Alors qu'elle continuait de le piétiner, elle a vu qu'il était excité, et Yuki a avoué qu'il aimait la vue d'en bas, alors elle l'a frappé. Plus tard, en cuisinant, il ne pouvait s'empêcher de penser à la Shuki car il était convaincu que c'était sa sœur. Alors qu'il se demandait comment elle avait survécu si longtemps, Nei l'a appelée, disant que la casserole débordait. Yuki a vite éteint le feu et a remercié Nei, mais la jeune fille l'a frappé par surprise pour avoir failli causer un accident. Cependant, elle lui a aussi caressé la tête et l'a félicité d'avoir aidé les filles sur le terrain. Après quoi, elle a proposé de l'aider à cuisiner. Pendant ce temps, la Shuki, qui s'est avérée être Aoba, la sœur disparue de Yuki, a dit à ses amis qu'elle était ravie de revoir son frère. De retour au dortoir, Shushu a surpris Yuki dans le bain et a commencé à lui frotter le dos. Yuki a cru qu'elle plaisantait en disant qu'elle était nue, alors il s'est retourné et a eu une vue imprenable sur sa poitrine. Choqué, il a vite essayé de rentrer pour tomber sur Imari en train de se déshabiller. Comme prévu, elle l'a accusé d'être un voyeur et l'a poursuivi dans le dortoir avec sa main tronçonneuse. Juste avant qu'elle ne le découpe, un portail s'est ouvert et 2 membres de la 6e escouade sont apparus.
La blonde était Tenka, la commandante de la 6e escouade, et celle aux cheveux verts était son second, Yachio, la sœur d'Imari. Elle venait voir Kyuka au sujet de la Shuki humanoïde, mais Yachio a critiqué sa sœur pour s'être évanouie pendant le combat. Tenka est vite intervenue, soulignant que la Shuki humanoïde était redoutable puisqu'elle avait éliminé la 3e escouade à elle seule. Kyuka l'a soutenue et a proposé une alliance entre leurs escouades. Pourtant, Yachio a dit ne pas avoir confiance en Imari, alors Kyuka a proposé un match de démonstration de force. Tenka a accepté avec joie et est partie avec Yachio après avoir promis à Yuki qu'elle le reverrait. Une fois seule, Imari a demandé à Kyuka si elle pouvait emprunter Yuki pour s'entraîner et Kyuka a dit oui aux grandes dames de Yuki. Le lendemain, après le petit déjeuner, Imari l'a emmenée avec elle et Yuki n'arrêtait pas de demander pourquoi elle était son nouveau maître. Imari a expliqué que son pouvoir lui permettait d'utiliser les capacités des autres comme les siennes via son téléphone. Pour le match, elle allait utiliser le pouvoir de Kyuka et comme il était son atout, elle devait aussi l'utiliser. Yuki était impressionné par ce pouvoir surpuissant mais a demandé à Imari si elle était prête pour ce que le pouvoir de Kyuka exigerait. Ne comprenant pas tout à fait, Imari l'a assuré qu'elle était prête à tout tant que cela l'aidait à remettre Yachio à sa place. À ce moment-là, des Shuki ont surgi du sol, alors Imari a décidé de s'en servir comme cible d'entraînement pour la journée. Elle arrêta la voiture et tendit sa main à Yuki pour qu'il l'embrasse, et une fois transformés, ils furent surpris de voir qu'il avait pris une forme différente de celle qu'il avait sous les ordres de Kyuka. Il se déplaçait aussi plus vite qu'avant, mais l'inconvénient était que ses coups de poing n'étaient plus au niveau de Saitama. Néanmoins, il a trouvé un moyen de s'en sortir et a anéanti tous les Shuki. Au moment où il a repris sa forme humaine, il haletait comme s'il venait de terminer un marathon, mais Imari l'a quand même félicité pour son excellent travail. Tout en parlant, elle a soudainement soulevé sa jupe, se surprenant elle-même ainsi que Yuki. Alors qu'elle commençait à paniquer à l'idée qu'un démon pervers les possédait, Yuki lui a expliqué que c'était le prix de la capacité de Kyuka et elle a été horrifiée. Cependant, quand elle a réalisé qu'elle resterait coincée comme ça jusqu'à ce que Yuki soit satisfait, elle a arrêté d'essayer de lutter. Elle a ensuite complètement enlevé sa jupe et s'est assise sur son visage, offrant au puceau inutile sa toute première action de fanservice. Après ce moment embarrassant, ils ont repris la route et Yuki a suggéré à Imari d'utiliser une autre capacité. Imari lui a dit qu'elle ne pouvait pas le faire parce que sa capacité avait un inconvénient. Elle dégradait une capacité au point de la rendre inutile. Par exemple, si elle essayait d'utiliser la capacité de Chouchou, seuls ses melons grossiraient et ils ne seraient même pas si gros. Malgré cela, Yuki pensait toujours qu'utiliser une autre capacité serait mieux que de payer le prix de celle de Kyuka. Imari a convenu qu'il n'avait pas tort, mais a dit qu'elle était prête à l'endurer pour le bien du match. Voyant son désespoir, Yuki lui a demandé quel était le problème entre elle et Yachio, alors elle lui a raconté l'histoire de sa famille. Apparemment, leur famille était un peu comme les Zenin de la force de défense anti-démon, et ils avaient de grands espoirs pour Imari. Malheureusement, elle est devenue une honte parce qu'elle se surpassait toujours avant un grand événement et finissait par se blesser. Parfois, elle était si nerveuse qu'elle attrapait de la fièvre et ratait l'activité à laquelle elle était censée participer. À cause de cela, elle est devenue la cible des moqueries de Yachio et a été pratiquement ignorée par le reste de la famille. Alors, quand elle en a eu l'occasion, elle a quitté la maison et a coupé les ponts avec tout le monde. Mais Yachio était toujours une épine dans son pied, c'est pourquoi elle avait besoin de Yuki pour l'aider à prouver à cette peste qu'elle était meilleure et plus intelligente qu'elle. Yuki a eu du mal à lui dire oui parce qu'elle ne lui demandait pas son aide gentiment. Cependant, après qu'elle a dit que son but dans la vie était de devenir une héroïne comme Kyuka, il a ressenti un sentiment de parenté et a changé d'avis. Alors qu'il commençait à élaborer une stratégie, il a demandé quel était le pouvoir de Yachio et elle lui a dit que c'était la capacité de contrôler le temps, ce qui a déclenché des alarmes dans sa tête. Plus tard, quand ils sont retournés dehors pour s'entraîner, Imari a révélé que Yachio se fatiguait souvent après avoir utilisé sa capacité une fois de trop. En plus de cela, elle prenait toujours une pause ridicule chaque fois qu'elle voulait l'activer. Repérer ce mouvement à temps les aiderait à se sortir de son piège temporel et leur donnerait un avantage. Imari lui a alors ordonné d'essayer de canaliser toute sa force dans une partie de son corps, et il a choisi ses jambes. Dès qu'il a fini, des Shuki sont apparus, alors il les a chargés, pour découvrir que ses coups de poing n'avaient plus aucune puissance. Finalement, il s'est débarrassé de tous et après avoir repris sa forme humaine, Imari lui a dit qu'il continuerait à expérimenter jusqu'à ce qu'il perfectionne la technique. Cette fois, sa récompense fut une caresse sur la tête, alors il s'est remis en mode combat peu après. Quand Kyuka est venue prendre de leurs nouvelles, elle a loué la décision d'Imari de faire canaliser sa force par Yuki dans une seule partie de son corps. Cependant, elle se demanda pourquoi elle le regardait s'entraîner au lieu de se joindre à lui. Au début, Imari était confuse, mais quand elle a compris, elle a sauté sur le dos de Yuki comme elle l'avait vu faire par Kyuka.
Sans surprise, la puissance de Yuuki a augmenté quand elle a saisi sa chaîne et il a facilement abattu un Shuki d'un seul coup de poing. Des heures plus tard, Yuuki s'est effondré d'épuisement et Imari a enlevé ses vêtements pour lui donner sa récompense. Dès qu'il a vu ses formes dénudées, son énergie est revenue en force et il a repris l'entraînement immédiatement. Les jours suivants, Imari et Yuki ont continué à s'entraîner sérieusement pour le match car ils ne pouvaient pas se permettre de perdre. Quand le jour du match est enfin arrivé, Tenka et Yachiho sont apparus avec une fille nommée Sahara. Lorsqu'ils se sont réunis dehors, Kyuka leur a donné des plaques en bois pour y écrire leur nom. Seuls ceux qui écrivaient leur nom sur les plaques pouvaient rester dans la barrière établie par l'arbitre. Elle s'appelait Gina et tant que sa barrière était active, elle pouvait guérir toutes les blessures subies à l'intérieur. Une fois que Gina a activé la barrière, chaque escouade s'est fait face et Yachiho a dit à Imari qu'elle la ramènerait pour en faire son esclave après le match. Imari a assuré à sa sœur qu'elle ne perdrait pas et a révélé que Yuuki l'aiderait pendant le match. Yachiho s'en moquait. Cependant, dès que le match a commencé et que Yuki l'a envoyé valser d'un coup de poing, elle a compris qu'elle les avait sous-estimés. Elle a activé son don, remontant le temps de 5 secondes, mais Imari l'a compris et a ordonné à Yuki de changer de formation d'attaque. Imperturbable, Yachiho a sorti son arme, mais dès qu'elle a pris la pause, Imari a ordonné à Yuki de passer au plan B. En un clin d'œil, il a frappé Yachiho à nouveau, mais elle a quand même activé Golden Hour, remontant le temps de 5 secondes de plus. Après cela, elle a figé le temps pendant 5 secondes, mais fut surprise de voir que Yuki et Imari étaient sortis de sa portée de tir. Elle a tenté de les poursuivre, mais le temps a repris, et quand Imari a vu qu'elle semblait fatiguée, elle a dit à Yuki de tourner autour de Yachiho. Il allait si vite que Yachiho était confuse et ne savait plus où tirer jusqu'à ce qu'il ralentisse. Cependant, au moment où elle a essayé de lui tirer dessus, il a bondi dans les airs sur l'ordre d'Imari. Quand il a replongé, il est arrivé comme un missile, alors Yachiho s'est rapidement écarté de son chemin. Le combat s'éternisant, Imari a calculé combien de temps il faudrait à Yachiho pour réactiver ses pouvoirs, car il devait l'assommer avant. En cas d'échec, elle voulait s'assurer que Yachiho gaspille le peu d'énergie qu'il lui restait. Hélas, Yachiho avait déjà compris leur stratégie, et quand elle a activé ses pouvoirs ensuite, elle a figé le temps pendant 10 secondes. Cela lui a donné assez de temps pour se rapprocher de Yuuki et de sa sœur et leur tirer dessus. Dès que le temps a repris, les balles les ont touchés et ils sont tombés au sol sous le choc. Imari ne s'attendait pas à ce que Yachiho perce sa stratégie et alors qu'elle gisait au sol, Yachiho a commencé à se moquer d'elle. Elle a traité Imari d'idiote pour l'avoir sous-estimée et a dit toutes sortes de choses qui ont brisé l'esprit combatif d'Imari. Nei et Chouchou ont commencé à l'encourager, espérant motiver Imari à se relever, mais elle est restée là tandis que Yachiho continuait à l'insulter. Ce n'est que lorsque Yuki a souligné que Yachiho essayait d'utiliser la psychologie inversée qu'elle a repris ses esprits. Quand ils se sont tous deux relevés, Yachiho fut choquée car elle était sûre que ses paroles avaient totalement brisé l'esprit combatif d'Imari. Pourtant, elle a refusé de reculer et a braqué son arme sur le duo dans une tentative désespérée de faire illusion. Imari a alors ordonné à Yuki de montrer à sa sœur de quel bois il se chauffait et le gars a foncé sur elle de toutes ses forces. Lorsqu'ils se sont approchés, il a annulé sa transformation, éblouissant Yachiho, qui a vite activé Golden Hour pour remonter le temps de 5 secondes. Étonnamment, elle n'a vu que l'idiot de Yuki, alors elle a tiré à l'aveugle dans la lumière, espérant toucher sa sœur. Cependant, quand le temps a repris son cours, Imari, qui était allongée sous elle, l'a touchée au cou. Elle et Yuki sont tombés en même temps, et Imari est restée au sol quelques secondes avant de lever la main pour signaler qu'elle n'était pas évanouie. Voyant cela, Gina l'a immédiatement déclaré vainqueur du match, et ses amis, sauf Kyuka, ont commencé à l'acclamer bruyamment. Dans le camp adverse, Sahara s'est étonnée de la défaite de la grande Yachiho, et Tenka a dit espérer que ça lui apprendrait à ne plus être une gamine arrogante. C'est alors que Imari et les autres ont remarqué que Yuki ne bougeait plus, alors Imari s'est précipité vers lui. Nai et Chouchou voulaient en faire autant, mais Kyuka les a arrêtés, affirmant qu'elle n'avait pas à s'inquiéter. Quelques instants plus tard, Yuki s'est réveillée après que Gina a soigné sa blessure par balle. Quand elle est partie s'occuper de Yachiho, Imari a recommencé à être méchante avec lui, alors il s'est plaint et lui a demandé d'être plus cool. Elle a simplement souri à sa requête, montrant qu'elle n'était pas sérieuse, puis l'a aidé à se relever. De son côté, Gina a ranimé Yachiho, et en remarquant la complicité entre Imari et Yuki, elle s'est souvenue que la fille était tombée malade avant un examen. La maladie de Imari était due au surmenage, mais Yachiho y avait vu un signe de faiblesse. De retour au présent, elle s'est approchée d'Imari et Yuki, et pour la première fois de sa vie, a reconnu la force d'Imari.
Elle a promis de la traiter avec respect et a demandé à Imari de rentrer à la maison, mais celle-ci a refusé. Yachio a été si choquée par sa réponse qu'elle s'est pétrifiée, alors ses amis sont venus la consoler pendant qu'Imari rentrait au dortoir avec Yuki. Une fois à l'intérieur, ils sont allés à la cuisine pour boire, mais quand Yuki a voulu prendre une bouteille, Imari l'en a empêché. À sa surprise, elle l'a embrassé et lui a transféré l'eau de sa bouche, et quand elle a fini, il a compris qu'elle lui donnait sa récompense. Pendant ce temps, Tenka était dans les vestiaires avec Yachio, discutant de l'issue du match. Comme Yachio avait remonté le temps plusieurs fois, elle a dû parler à Tenka du premier coup de poing de Yuki. Tenka lui a dit que Yuki s'était retenue parce qu'elle était humaine et l'a prévenue de ne plus jamais sous-estimer ses adversaires. Yachio a simplement accepté sa défaite, mais quand Tenka a commencé à dire que Yuki était plutôt mignon, elle a regardé son commandant comme si elle était folle. De retour en cuisine, Imari a remercié Yuki de l'avoir aidé à battre sa sœur et l'instant d'après, elle a commencé à lui mordiller les lèvres. Le pauvre gars ne s'y attendait pas, alors il s'est reculé et lui a demandé si elle avait faim. Gênée, Imari lui a dit qu'elle lui donnait sa récompense, puis a continué ce qu'elle faisait. À leur insu, Chouchou, qui était venu chercher de l'eau, se cachait près de la porte après avoir entendu leur conversation. Peu après, alors que le match entre Chouchou et Sahara allait commencer, 3 personnes sont soudainement apparues sur une falaise non loin de là. L'escadron de défense n'a pas remarqué leur présence, alors Gina a continué à encourager Chouchou et Sahara. Dès qu'elle a donné le signal du début du match, Sahara a chargé Chouchou pour essayer de la frapper. Chouchou a saisi la jambe de Sahara et l'a fait tournoyer avant de la projeter violemment au sol. Elle a tenté d'enchaîner avec un coup de coude, mais Sahara s'est esquivée et elle a fini par percuter le sol à sa place. Alors qu'elle soignait son coude, Sahara l'a prise par derrière et l'a mise au tapis avec une souplesse. Mais cet effort a épuisé la paresseuse, qui a alors déclaré qu'il était temps de devenir sérieuse. Chouchou a accepté et a grandi, tandis que Sahara activait son pouvoir Madship, la rendant aussi forte que Superman. Quand Chouchou a voulu la frapper, elle a esquivé et a riposté d'une claque qui a envoyé Chouchou sur les fesses. Sahara était fière d'elle, mais Chouchou a juré de se venger en essayant d'écraser cette momie musclée aux cheveux d'or. Sahara a esquivé le pied qui la visait et a frappé l'autre, faisant hurler Chouchou qui s'est mise à sautiller sur une jambe. Hélas, Sahara ne lui a pas laissé le temps de récupérer et a commencé à lui lancer d'énormes rochers. Tandis que Chouchou évitait les coups, Sahara s'est approchée et l'a frappé en plein estomac. Chouchou s'est écroulé comme une masse, et quand Yuki a demandé si ça allait, elle lui a dit de ne pas la regarder avec pitié. Depuis l'autre jour, elle avait un petit faible pour lui, alors elle ne voulait pas qu'il ait une mauvaise image d'elle. À son réveil, Sahara lui a suggéré de rétrécir pour se faciliter la tâche, mais Chouchou a rétorqué que plus c'était grand, mieux c'était, et a chargé. En plein élan, elle a grandi et a sauté sur la pauvre Sahara, qui a réussi à éviter de finir comme une crêpe. Quand la force de Sahara a commencé à faiblir, Chouchou l'a saisie et l'a projetée violemment au sol. Sûre que Sahara était KO, elle a un peu rétréci et a demandé à Gena de vérifier si elle respirait encore. L'instant d'après, Sahara s'est relevée, surprenant tout le monde car elle dormait encore. Yachio a ri en expliquant que Sahara était le nouveau Zenitsu et que l'assommer était la pire erreur possible pour Chouchou. À peine avait-elle dit ça que Sahara a chargé Chouchou et l'a envoyé valser en un clin d'œil. Une fois la poussière retombée, Chouchou était KO et de taille normale, alors Gena a compté jusqu'à 3 et a déclaré Sahara gagnante. Elle a soigné Chouchou et quand elle s'est redressée, Yuki et Nei ont été choqués de voir sa poitrine totalement exposée. Nei a vite couvert Chouchou avec son kimono alors que Kyuka et Imari s'approchaient. Chouchou s'est excusé pour sa défaite, mais Kyuka l'a rassuré et lui a dit d'aller se changer. Alors que Chouchou s'éloignait, personne n'a vu ses larmes car elle avait honte que Yuki l'ait vu perdre. Une fois dans sa chambre, elle est restée prostrée contre la porte jusqu'à ce que Yuki frappe pour prendre de ses nouvelles. Chouchou l'a assuré qu'elle allait bien, mais devant son insistance, elle l'a supplié d'effacer ses souvenirs de ce match pitoyable. Yuki lui a dit que son match n'avait rien de pitoyable et qu'il aurait aimé la voir lutter plus longtemps car elle était douée. Chouchou s'est senti mieux, alors elle lui a demandé de fermer les yeux puis est sortie de la chambre pour l'embrasser. Sous le choc, Yuki a ouvert les yeux, et ce n'est qu'en s'écartant qu'il a vu que sa poitrine était encore découverte. Pour faire diversion, il a demandé pourquoi elle l'avait embrassé et elle a dit vouloir chasser son choc par un choc plus grand. Pendant ce temps, Kyuka a demandé à Nei de scanner la zone pour trouver des Shuki en attendant le retour de Yuki et Chouchou. Nei a fait ce qu'on lui a dit et a découvert 2 des 3 personnes qui les observaient. Celle aux cheveux noirs l'a immédiatement remarqué et lui a dit de prévenir tout le monde que le vrai combat allait commencer. Nei était si choquée par ce qui s'était passé qu'avant de pouvoir dire à Kyuka ce qu'elle avait vu, une horde de Shuki les a chargés.
La barrière de Jaina a bloqué leurs attaques, mais Reiren, le costaud parmi les 3 intrus, est soudainement apparu et l'a détruite d'un coup de tête. Kjuka a immédiatement sorti son épée et a demandé à Tenka de ramener Jaina et Nei au dortoir. Une fois partis, elle et les autres ont commencé à combattre les Shuki. Imari a décidé d'affronter Reiren, mais il ne l'a pas vu comme un défi et a essayé de l'éliminer avec l'aide de Thor. Heureusement, Yachio l'a sauvée avant qu'elle ne soit de l'histoire ancienne, mais Reiren n'a pas aimé ça. Imari s'est ensuite enfui pour trouver Kjuka et Yuki arrivés pendant le combat et a demandé si elle pouvait les rejoindre. Kjuka a accepté et a ensuite laissé Yuki embrasser la main d'Imari. Après cela, il a pris une autre forme qui combinait les capacités de ses formes individuelles, le rendant plus fort. Excité, il a testé son pouvoir en brûlant les Shuki avec son souffle de feu. Au même moment, Tenka était dans la tour de garde avec Nei et Jaina et Nei lui a parlé des amis de Reiren. Elle a dit qu'elle ne pouvait plus les sentir et Tenka en a déduit qu'ils avaient caché leur présence. Néanmoins, elle a assuré aux 2 filles qu'elle et les autres s'occuperaient de tout, puis est partie via son portail. Jaina a immédiatement commencé à se plaindre de ne pas pouvoir regarder le duel épique, alors Nei a proposé de partager son lien mental avec elle, ce qui l'a rendue très heureuse. Immédiatement, elle a posé sa main sur l'épaule de Nei et elle a vu clairement ce qui se passait sur le champ de bataille. Toutes les autres utilisaient leurs armes et capacités spécialisées pour combattre les Shuki, mais Kjuka gagnait grâce à sa force brute. La jeune fille s'était entraînée si dur qu'elle avait naturellement développé des compétences pour vaincre les Shuki. De l'autre côté, Yachio utilisait sa capacité de gel du temps pour échapper aux attaques de Reiren, mais elle s'est quand même fait arracher le bras. Le gars hideux s'est alors moqué d'elle, disant qu'elle ne pouvait plus faire sa pose ridicule, mais Yachio l'a choquée en utilisant ses jambes à la place. Cela lui a permis de remonter le temps avant que son bras ne soit arraché, mais cela a aussi épuisé le reste de son énergie. Alors qu'elle se relevait en titubant, Reiren a accumulé de la puissance et a tenté de l'anéantir, mais Tenka est soudainement apparu, les choquant tous les deux. Elle a dit à Yachio qu'elle pouvait faire une pause et lui a adressé un sourire reconnaissant avant de s'élancer. Une fois seule, Reiren l'a félicité d'avoir osé l'affronter, lui et son armée de Shuki toute seule. Tenka a demandé nonchalamment quelle armée, et quand la fumée s'est dissipée, il s'est avéré qu'elle avait anéanti à elle seule sa soi-disant armée. Agacée, Reiren l'a attaquée avec une puissante décharge et a été déçue qu'elle n'ait pas essayé d'esquiver. Pourtant, elle l'a surpris en surgissant derrière lui pour tenter de lui arracher la tête d'un coup de pied. Reiren lui a dit de rester à sa place, puis lui a craché 3 boules d'énergie au visage. Tenka a utilisé son portail pour les éviter, et quand elle a réapparu derrière Reiren, il a tenté de l'écraser au sol. Tenka a esquivé facilement et l'a frappé avec ce qui ressemblait à un trou noir, forçant Reiren à reculer. Il était surpris qu'elle ait réussi à le toucher et a décidé qu'il était temps de lui montrer sa vraie puissance. Il a chargé son énergie de façon très cliché et a commencé à frimer comme un pauvre type complexé. Son coup suivant a frappé là où se trouvait Tenka, inquiétant Yuki et Imari, mais Kjuka les a rassurés. Pile au bon moment, la fumée s'est dissipée, révélant Tenka, fraîche comme un gardon, prête à en découdre. Avant qu'il ne réagisse, elle s'est téléportée derrière lui pour lui coller une bonne leçon de respect. Mais le gars n'a pas eu le temps de s'énerver car son coup l'avait envoyé dans le ciel et il tombait. Tenka est revenu au sol et s'est préparé à lancer son coup de grâce, qu'elle appelle Amnomitori. Cette technique a ouvert un immense trou noir qui a aspiré Reiren pour l'envoyer Dieu sait où. Un peu plus tard, tout le monde s'est retrouvé au dortoir pour discuter de tout ce qui s'était passé. Il s'est avéré qu'ils avaient fouillé les environs pour trouver les amis de Reiren, mais sans succès. Chuchu a suggéré que le trou noir les avait peut-être avalés avec Reiren, mais Tenka n'était pas d'accord. Nei s'est excusé de ne pas avoir détecté l'ennemi à temps, mais Kjuka et Tenka l'ont rassuré. Après avoir réconforté la petite, Tenka s'est tourné vers Yuki pour le féliciter d'avoir été le héros du jour. Yuki a accepté le compliment timidement, disant qu'il ne ferait jamais le poids face à une femme comme elle. L'instant d'après, Gina a couru vers lui avec un carnet et un stylo pour lui demander un autographe. Apparemment, sa performance sur le champ de bataille lui a valu une place sur sa liste d'idoles. Au même moment, Imari est allée voir sa tête de mule de sœur pour la remercier de l'avoir sauvée. Yachio a prétendu qu'elle ne faisait que protéger l'honneur familial, car sa mort aurait été une honte. Elle a proposé de l'entraîner si elle rentrait à la maison, mais Imari a encore refusé. De l'autre côté, Kjuka et Tenka ont déclaré le match nul et ont convenu de remettre ça plus tard. Ceci étant fait, Tenka est parti avec son escouade et Yuki a annoncé qu'il allait prendre un bain. À sa grande surprise, Kjuka et Imari l'ont accompagné pour lui remettre sa récompense. En les regardant se déshabiller, il ne pouvait s'empêcher d'imaginer à quel point ce serait glorieux.
Étonnamment, elles l'ont juste frotté, et là, Kyuka a soudainement pressé sa poitrine contre son dos. Elle le trouvait plus fatigué que d'habitude et Yuki a répondu que 2 filles, c'était beaucoup à gérer. Kyuka a alors promis qu'elle l'aiderait à apprendre à maîtriser ses nouveaux pouvoirs. Finalement, le trio est sorti du bain pour rejoindre Nei, qui dessinait les amis de Reiran. Son style était bon, mais comme ce n'était pas un manga, Imari a dit qu'ils enverraient ça au quartier général. Quelques jours plus tard, Yuki a accompagné Kyuka et Imari au dortoir de la 6e escouade. Comme Kyuka était là pour parler à Tenka, elle a demandé à Imari de faire connaissance avec tout le monde pendant que Yuki aidait aux corvées. Cependant, le dortoir était impeccable, alors il a décidé de plier leur linge et a prié pour ne pas avoir d'ennui pour avoir touché leurs sous-vêtements. Lorsqu'il est allé déposer l'uniforme de Yachio, il a été choqué de découvrir que sa chambre était un sanctuaire dédié à Imari. Craignant d'avoir des ennuis, il a vite posé l'uniforme sur la table et s'est enfui de la chambre comme s'il était poursuivi. Arrivé au salon, il a trouvé Sahara qui dormait là en sous-vêtements et a essayé de la couvrir. La jeune fille endormie l'a attiré contre sa poitrine et quoi qu'il fasse, elle ne le lâchait pas. Plus tard, après s'être réveillée et habillée, elle l'a suivi et s'est excusée de l'avoir utilisé comme partenaire d'entraînement malgré lui. Lorsqu'ils sont arrivés au gymnase, ils ont trouvé Imari en train de regarder Yachio s'entraîner, alors ils l'ont rejointe. Sahara a dit à Imari que Yachio était une vraie accro au sport et lui a demandé si elle l'admirait. Imari a essayé de nier, mais Sahara a vu clair dans son jeu et lui a dit que Yachio mourait d'envie de passer du temps avec elle aussi. Quand Imari a tenté de contester, Sahara lui a dit de passer du temps avec sa sœur et Yuuki l'a soutenu. Il lui a même donné une serviette à remettre à Yachio, si bien qu'Imari n'a pas eu d'autre choix que de l'approcher. Yachio a arraché la serviette des mains d'Imari, et quand celle-ci s'est plainte, elle a fait semblant de ne pas l'entendre. En regardant les deux sœurs interagir, Sahara s'est demandé s'il devait montrer la chambre de Yachio à Imari, et Yuuki a dit qu'il valait mieux s'en abstenir. Pendant ce temps, Kyuka et Tenka discutaient des Shuki humanoïdes car Kyuka a dit qu'elle voulait essayer de les trouver. Tenka a convenu que ce serait une bonne idée, et au fil de la discussion, elle a dit à Kyuka qu'elle sentait que Reiran avait survécu à son attaque. Cela s'est avéré vrai car Rairen se reposait actuellement dans son repère avec ses amis. Shikoku, la pâle copie de Méduse, l'avait sauvé avant que le trou noir de Tenka ne l'engloutisse, mais cet ingrat de Musclor a prétendu qu'il aurait pu survivre seul. Shikoku lui a dit d'arrêter de pleurnicher et a déclaré qu'ils allaient suivre son plan à elle, puisque le sien avait échoué. Rairen a protesté, mais Joryu a pris le parti de Shikoku, affirmant que c'était la bonne décision. De retour au dortoir de la 6e escouade, Tenka a soudainement demandé à Kyuka si elle pouvait lui donner Yuuki car elle voulait un animal de compagnie pour pimenter sa vie privée. Elle a promis de soutenir Kyuka lors de la prochaine élection du commandant suprême à condition qu'elle lui cède Yuki. Kyuka lui a répondu qu'elle n'allait pas utiliser ses hommes comme monnaie d'échange et a assuré à Tenka qu'elle n'avait pas besoin de son soutien. Plus tard, alors qu'elle rentrait au dortoir en voiture avec Himari et Yuki, elle leur a fait part de la demande absurde de Tenka. Yuki avait du mal à croire que quelqu'un comme Tenka s'intéresse à lui, même comme animal de compagnie, et a dit qu'il était trop occupé à s'occuper d'elle pour déménager. Kyuka a dit qu'elle l'avait déjà précisé à Tenka. Cependant, s'il décidait qu'il voulait être avec elle, elle n'interviendrait pas puisque c'était sa vie privée. Cette nuit-là, alors que Yuki réfléchissait dans son lit, Tenka s'est téléportée dans sa chambre pour lui parler. Elle lui a dit qu'elle avait un faible pour lui et qu'elle voulait sortir avec lui, ce qui l'a surpris car Kyuka avait clairement dit que Tenka le voulait comme animal de compagnie. Tenka a expliqué qu'elle avait utilisé le mot animal de compagnie comme une image car elle admirait la façon dont il servait ses maîtresses sur le champ de bataille. Elle l'a ensuite embrassé et l'a poussé sur le lit pour qu'ils puissent mieux se connaître. Ce n'est qu'après qu'elle a utilisé un mini trou noir pour lui voler sa chemise que le cerveau de Yuki s'est remis à fonctionner et il a tenté de lui échapper. Malheureusement pour lui, la cougar en herbe n'était pas prête à laisser filer sa proie, alors elle l'a immobilisé et lui a donné 3 options. Soit il acceptait sa proposition, soit il prenait le temps d'y réfléchir, soit il refusait sur le champ. De peur de l'énerver, Yuki a choisi la deuxième option, mais Tenka ne l'a toujours pas laissé partir. Elle lui a dit qu'il avait répondu trop vite et a promis de l'aider à changer d'avis. Juste au moment où elle allait utiliser ses méthodes de persuasion, Chouchou a fait irruption pour jouer avec Yuki. Quand son cerveau a enfin compris ce qui se passait, elle a crié et a alerté tout le monde de la présence de Tenka. Peu après, tout le monde, sauf Nei, s'est réuni au salon, et Kyuka a dit à Tenka qu'elle n'appréciait pas qu'elle s'introduise ici. Tenka a prétendu ne pas pouvoir résister à Yuki, mais Chouchou lui a dit qu'elle s'était comportée comme une traînée et avait abusé de son pouvoir. Après que Tenka a reconnu ses torts, Kyuka lui a dit de retourner dans son dortoir, ce qu'elle a fait sans protester. Yuki a poussé un soupir de soulagement et Kyuka lui a annoncé qu'ils auraient une séance d'entraînement matinale. Quelques heures plus tard, tout le monde s'est réuni dehors et Kyuka leur a dit qu'elle leur prêterait son pouvoir d'esclave.
Elle voulait voir quel genre de pouvoir Yuki obtiendrait si Nei et Chushu étaient ses maîtresses. Yuki n'a pas protesté d'être traité comme un jouet, alors Kyuka a ordonné à Nei de monter sur son dos. Nei a obéi et dès qu'elle a tiré sur sa chaîne, Yuki a changé de forme pour ressembler à un bourdon bas de gamme. Kyuka lui a alors ordonné de tester ses pouvoirs et il a vite découvert que sa force physique et sa vitesse étaient quasi nulles. Cependant, ses sens étaient plus aiguisés, il a donc canalisé son énergie dans ses yeux et a obtenu une vision à rayon X. En tant qu'obsédé raffiné, son esprit a automatiquement cherché à voir à travers leurs vêtements. Quand les filles ont compris, Imari a essayé de se couvrir, mais Chushu est resté fier pour qu'il voie tous ses atouts. Yuki s'est immédiatement détourné en s'excusant d'avoir regardé, mais Imari a refusé de lui pardonner. En les observant, Kyuka s'est dit que les rayons X seraient utiles, mais que partager son pouvoir trop longtemps l'épuiserait. À ce moment, Yuki a repris sa forme et Nei l'a inconsciemment embrassé sur la joue pour le féliciter. Quand elle a réalisé son geste, elle a paniqué et Kyuka s'est excusé de ne pas l'avoir prévenu du prix à payer. En entendant cela, Chushu s'est excité et a insisté pour que Kyuka la laisse essayer avec Yuki. Kyuka a précisé que son prix serait différent de celui de Nei et Chushu a commencé à imaginer le pire. Ce n'est que lorsque Kyuka l'a appelée qu'elle a repris ses esprits, assurant qu'elle était prête à tenter l'expérience. Voyant sa détermination, Kyuka l'a laissé essayer et Yuki s'est transformé en dinosaure post-apocalyptique. Il leur a dit qu'il se sentait puissant, cependant son apparence massive le rendait encore plus lent que lors de sa transformation avec Nei. Kyuka a admis que même s'il était plus fort, gaspiller son énergie pour une simple amélioration n'était pas sage. Chushu l'a supplié de ne pas l'écarter et a proposé de voir si sa forme changerait si elle devenait géante. Kyuka doutait du résultat mais a accepté car cela ne coûtait rien d'essayer. Chushu a alors pris sa forme géante et la seule chose qui s'est produite c'est qu'elle s'est assise sur Yuki. Finalement, sa récompense a été de le panser tout en s'excusant d'avoir failli l'envoyer au paradis. Pendant qu'elle faisait ça, une alarme a retenti et Nei s'est dépêchée de se préparer pour l'école. Quand elle a fini, Yuki a proposé de l'accompagner et plus tard, en marchant dans les rues de Tokyo, il a demandé à Nei pourquoi elle avait rejoint la force de défense. Nei lui a dit que c'était parce qu'elle voulait retrouver ses parents, qui avaient disparu lors d'un incident à Mato. Comprenant ce qu'elle ressentait, Yuki l'a assuré que cela arriverait un jour. Plus tard, ce jour-là, Kyuka a retrouvé Tenka pour déjeuner, et cette dernière l'a informé que le commandant suprême avait émis un ordre concernant les Shuki humanoïdes. Elle ne devait pas les engager dans un combat sans avoir d'abord essayé de les convaincre d'accepter de s'asseoir pour discuter. Kyuka lui a rappelé que les humanoïdes étaient du genre à frapper d'abord et à ne jamais discuter, mais Tenka a dit que le commandant suprême voulait en savoir plus sur cette nouvelle espèce. Plus tard, les deux sont retournés ensemble au dortoir de la 6e escouade parce que Tenka voulait apparemment un verre d'eau. C'était évidemment une excuse pour voir Yuki, et quand elle a commencé à le taquiner, Kyuka lui a dit de faire au moins semblant d'avoir un peu de dignité. Soudain, les alarmes ont retenti et elles ont reçu un appel de détresse de Chushu et Imari qui étaient en patrouille. Tenka a proposé de déposer Kyuka et Yuki, et une fois sur place, elle a souhaité bonne chance à Yuki de manière séduisante. Kyuka n'a pas semblé apprécier, alors après la transformation de Yuki, elle lui a dit qu'il n'avait pas le droit de divertir qui que ce soit d'autre qu'elle. La façon rabaissante dont elle lui parlait l'a excité pour une raison quelconque, alors il a été encore plus performant qu'avant et a facilement vaincu tous les Shuki, y compris ceux qui avaient infusionné. À leur insu, Shikoku et Juryu les observaient. Shikoku a dit que les humains étaient amusants et qu'elle avait hâte de voir ce qu'ils pouvaient faire d'autre. Quelques jours plus tard, alors que Yuki servait le thé aux filles, Tenka est soudainement apparu de nulle part et lui a piqué la joue. Alors, Chushu a demandé si elle était désormais allergique au fait de rester assise dans son dortoir. Tenka l'a assuré qu'elle partirait bientôt, puis s'est tournée pour caresser Yuki et lui a demandé comment il était devenu si talentueux. Yuki a attribué toutes ses compétences à sa sœur, alors Tenka a demandé quel genre de personne était sa sœur. Sa question l'a fait repenser au jour où le grand frère d'un camarade de classe le brutalisait et où Aoba les avait trouvés. Quand elle a demandé au gars de laisser Yuki tranquille, il a foncé sur elle. Alors, elle lui a saisi la main et l'a fait basculer sur le dos. Elle s'est ensuite retournée pour voir comment allait Yuki et a été surprise de voir qu'il avait mis son camarade dans la même position. Yuki lui a dit de ne pas s'inquiéter car il n'était pas une mauviette incapable de se défendre. Alors Aoba s'est précipitée pour l'embrasser et la féliciter de ne pas lui avoir fait honte. Finalement, elle s'est tournée vers les brutes et leur a dit de ne plus jamais s'approcher de son frère. Alors ils se sont enfuis en hurlant. De retour au présent, les filles ont dit à Yuki qu'Aoba l'avait préparé pour l'avenir et Kyuka a donné à Yuki le reste de sa soirée. Quant à Tenka, elle a finalement décidé de retourner à son dortoir, mais elle a promis à Yuki qu'elle le reverrait bientôt. Peu après son départ, Nei a soudainement senti que quelqu'un était en danger, alors Chushu et Imari se sont précipités pour leur venir en aide.
Elles ont réussi à sauver la jeune fille des Shuki qui la poursuivaient, mais quand Imari a essayé de l'aider à se relever, elle lui a soudainement donné un coup de poing. Il s'est avéré que la fille était en fait Coco déguisée et qu'elle était venue chercher des ennuis. Heureusement, Imari n'avait subi aucune blessure suite au coup de poing car elle avait transformé sa main en bouclier. Coco a loué ses réflexes rapides et a dit qu'elle voulait voir ce qu'elle pouvait faire d'autre. Avant qu'elle ne puisse attaquer, Imari lui a demandé de se calmer et a dit que leur commandant suprême aimerait négocier avec ses semblables. Coco lui a dit qu'elle n'était pas intéressée par des négociations avec qui que ce soit et a promis de leur botter les fesses. De retour au dortoir, Yuki posait devant le miroir comme un mordu de muscu quand Kyuka et Nei ont fait irruption. Il a vite tenté de cacher son service, mais Kyuka, imperturbable, lui a dit de se transformer car Chouchou et Imari étaient en danger. Dehors, Imari a arrosé de balles un Shuki aux airs d'ours, mais il est resté indemne, et elle s'est demandé s'il était en acier. Coco a surgi de derrière pour se vanter de son corps par balle, alors Imari a troqué sa mitrailleuse pour un canon à énergie. Coco a bondi pour éviter le tir, et une fois redescendue, elle a foncé droit sur Imari. Pendant ce temps, Chouchou piétinait les Shuki normaux, et en voulant aider Imari, un Shuki à la forme étrange a volé vers elle. Elle a réussi à le coincer entre ses mains, mais le Shuki les a écartés avec ses pattes, et Naon a émergé de son corps. Elle a ensuite lancé sa lance sur le doigt de Chouchou, la faisant hurler de douleur et lâcher le Shuki. À ce moment-là, Yuki et Kyuka approchèrent du champ de bataille, mais Aoba leur a soudainement barré la route. Alors qu'il tentait d'esquiver son attaque, elle a crié à Yuki de ne plus bouger, et par réflexe, il a obéi. Son arrêt soudain a projeté Kyuka au loin, et avant qu'elle ne revienne, Aoba l'a capturée avec ses cheveux magiques. Elle a ensuite lancé un Shuki sur Kyuka, et le temps que celle-ci l'achève, Aoba et Yuki avaient disparu. Nei et Coco étaient aussi partis, les filles en ont conclu que Yuki était leur cible depuis le début. Chouchou a suggéré de les traquer, mais Kyuka a ordonné la retraite pour le moment afin de soigner leurs blessures. Peu après, Yuki s'est réveillé dans une pièce inconnue et a trouvé Coco en train de le lécher comme une sucette. Il a tout de suite voulu se lever, mais Naon l'a repoussé en lui disant de laisser Coco finir. Alors que Coco passait à sa position favorite, Yuki a repris ses esprits et a compris que son intuition sur Aoba était juste. Au moment où il allait interroger Coco, Aoba est entrée dans la pièce et s'est figée en les voyant. Aussitôt, elle a empoigné Coco et a commencé à lui montrer ce qu'elle avait appris au judo. Coco l'a supplié de la lâcher, mais Aoba était furax et a exigé de savoir pourquoi elle avait profité de Yuki. Naon a expliqué que Yuki était nu en redevenant humain, et que Coco, voyant ses cicatrices, a voulu les soigner avec sa salive. Réalisant qu'elle avait conclu trop vite, Aoba a lâché Coco et s'est excusée pour son geste. Alors qu'elle ébouriffait les cheveux de Coco, Yuki l'a appelée, elle a donc lâché Coco pour aller l'embrasser. Bouleversée par leur retrouvaille, Yuki s'est mise à pleurer, alors Aoba l'a calmée et lui a donné des vêtements. Elle lui a dit de sortir une fois habillée pour qu'elle puisse tout lui expliquer. Yuki a obéi et a été émerveillée de voir qu'il se trouvait dans une grotte souterraine. L'endroit s'appelait le village caché, et selon Aoba, au moins 20 autres personnes y vivaient. Comme elle, ils étaient humains avant qu'un accident étrange ne les transforme en monstres. Yuki ne comprenait pas pourquoi ils se cachaient, et quand il a suggéré l'aide de la force de défense, ils se sont braqués. Voyant cela, Yuki a vite apaisé les tensions en demandant à Aoba comment elle savait qu'il était Amato. Aoba lui a dit qu'elle avait senti son aura de perdant dès son arrivée et a commencé à le taquiner. Soudain, son ventre a crié famine, elle est donc partie chercher à manger et Yuki s'est excusé pour sa folie. Ils lui ont dit qu'ils avaient l'habitude et alors qu'ils discutaient d'elle, Coco a commencé à manger un champignon. Yuki lui a dit que ça sentait bon et quand il s'est approché pour mieux voir, il a soudainement été intoxiqué. Il a commencé à voir leurs atouts comme des brioches à la viande, et au retour d'Aoba, il leur sautait dessus comme un affamé. Pendant ce temps, au dortoir, Kyuka s'est empressé d'informer son escouade que son corps les mènerait à Yuki car il mourait d'envie de lui donner sa récompense. Alors qu'elle s'apprêtait à partir, Tenka, Yachio et Sahara sont arrivés pour aider à la mission de sauvetage, et elles ont promis à Nei de ramener Yuki. De retour à la grotte, Yuki parlait à Aoba quand il a remarqué la pêche de Mato qu'elle tenait. Il s'est rappelé qu'elle n'en avait pas mangé avant de disparaître et a demandé si sa transformation avait un rapport avec ça. Aoba a confirmé que oui, alors Yuki l'a supplié de lui raconter exactement ce qui s'était passé. Avant qu'elle ne puisse dire quoi que ce soit, Naon est intervenue, disant qu'elle raconterait l'histoire car elle était meilleure conteuse. Elle s'est ensuite tournée vers Yuki et lui a raconté comment elle s'était retrouvée à Mato lors d'un contrat de mannequinat. Craignant pour sa vie, Naon a couru jusqu'à tomber sur une forêt de pêche de Mato et en a mangé une, espérant acquérir le pouvoir de se sauver.
Malheureusement, les choses ont dégénéré et quand elle s'est réveillée, elle s'est retrouvée observée par une vieille sorcière ridée et ses 2 assistantes. La femme a dit à Naon qu'elle était au dortoir Yin Yang, un endroit où les Shuki étaient étudiés. Naon n'a pas compris au début, mais quand elle a vu que ses mains s'étaient transformées en griffes, elle a compris pourquoi on l'avait amenée là et a commencé à péter les plombs. Son corps autrefois parfait avait aussi des imperfections, alors elle a exigé qu'il la guérisse immédiatement. La vieille femme a dit que c'était impossible, car il ne savait pas ce qui n'allait pas. Cependant, elle a promis que si elle coopérait à leur recherche, ils trouveraient bientôt un remède pour elle. N'ayant pas le choix, Naon a accepté, mais ils l'ont traité plus mal qu'un cobaye. Elle a enduré toute la douleur et la torture jusqu'à ce qu'elle acquiert la capacité de passer à travers les objets et s'échappe avec ses amis. Yuki a demandé à Aoba si elle était parmi elles, et Aoba a expliqué qu'elle n'avait jamais été emmenée au dortoir. D'une manière ou d'une autre, elle s'était retrouvée dans la grotte et y avait passé de nombreuses années de solitude à essayer de garder la raison jusqu'à ce qu'elle rencontre Naon et Coco. Yuki a insisté pour qu'ils révèlent la vérité au monde, mais les filles lui ont dit que c'était inutile. La seule chose qu'elles pouvaient me faire était d'y aller à fond et de tout détruire pour que leurs camarades encore là-bas puissent retrouver leur liberté. Pour prouver leur sérieux, elles ont invoqué les Shuki qu'elles avaient apprivoisés et lui ont dit que l'opération aurait lieu d'un jour à l'autre. Yuki a essayé de les convaincre de parler à la commandante suprême et de lui expliquer les choses, mais elles lui ont dit de ne pas être naïf. Juste à ce moment-là, Aoba a senti quelque chose et elle a demandé à Coco de dire à tout le monde de se mettre en mouvement. À l'extérieur de la grotte, Kyuka et les autres sont arrivés et ont commencé à planifier leur entrée. Cependant, avant qu'elles ne puissent mettre leur plan à exécution, des Shuki ont surgi du sol et les ont prises en embuscade. Yachio a immédiatement figé le temps et a abattu tous les Shuki, épargnant à ses amis le stress de les combattre. Peu après que le temps a repris son cours, Coco a fait irruption à l'entrée de la grotte avec son Shuki ours et a tenté de les attaquer. Sahara a été la première à réagir et elle a envoyé l'ours valser dans la direction opposée à la grotte. Elle a ensuite dit aux autres de continuer sans elle, mais Chouchou est resté pour l'aider à se battre. Alors que le groupe s'enfonçait dans la grotte, elles ont rencontré le Shuki de Naon et d'autres Shuki normaux. Yachio et Imari se sont portés volontaires pour rester et s'en occuper, permettant à Kyuka et Tenka de se téléporter là où se trouvaient Yuki et Aoba. Aoba a tenté de protéger Yuki de son corps, mais Tenka s'est téléporté derrière elle et l'a enlevée, la laissant confuse. À leur retour, ils ont emmené Kyuka avec eux, ce qui a rendu Aoba furieuse. Yuki et les 2 commandantes sont vite apparus ailleurs dans la grotte et Kyuka a aussitôt commencé à donner sa récompense à Yuki. Tenka ne comprenait pas ce qui se passait, mais elle s'est jointe à la fête car c'était une vraie perverse au fond. Yuki restait bouche bée alors qu'elle lui léchait les doigts, mais cette séance coquine fut vite interrompue par l'arrivée soudaine d'Aoba. Elle a aussitôt tenté d'attaquer Kyuka et Tenka, mais Yuki s'est interposé et a crié à Aoba d'arrêter. Perplexe, Kyuka a demandé pourquoi il défendait sa ravisseuse, alors il lui a dit qu'Aoba était sa sœur. Aoba a exigé qu'il s'écarte, mais Yuki a tenu bon et l'a supplié de l'écouter. Incapable de lui refuser, Aoba a cédé, et Yuki a commencé à raconter aux commandantes tout ce qu'il avait appris d'Aoba. À l'extérieur de la grotte, Chouchou et Sahara se battaient toujours contre Coco et son Shuki. Cependant, elles ignoraient que Jouryu flottait tranquillement dans le ciel, en train de les observer. À l'intérieur, Yachio et Imari affrontaient une vague incessante de Shuki. Naon les observait depuis le plafond, cherchant à comprendre comment Yachio savait où tirer sans regarder. Imari a vite remarqué que Yachio fatiguait, alors elle a pris une arme plus grosse et a pris le relais pour massacrer les Shuki. Cependant, le Shuki araignée s'est défendu en utilisant l'arme qu'il tenait. De retour avec Yuki, qui a fini d'expliquer la situation à Kyuka et Tenka, et les filles ont promis d'aider à mettre fin aux activités du dortoir Yin Yang. Aoba a aussitôt refusé leur offre, disant qu'elle ne pouvait pas leur faire confiance, mais Yuki a insisté sur le fait qu'elle le pouvait. Aoba refusait toujours de changer d'avis et lui a dit que si elles étaient vraiment de bonnes personnes, elle ne l'utiliserait pas comme esclave. Yuki a expliqué que c'était sa décision de devenir l'esclave de Kyuka, ce qui a choqué Aoba. Cependant, elle refusait toujours de changer d'avis concernant l'attaque du dortoir Yin Yang. Kyuka et Tenka lui ont alors dit qu'elles utiliseraient la force pour l'arrêter, car son plan ferait du mal à des innocents. Quand Yuki a essayé de protester, Aoba l'a ligoté avec ses cheveux et l'a mis de côté pour qu'il ne se mêle pas de leur combat. À ce moment-là, Unicorn est apparu, alors Kyuka a dit à Tenka de la laisser s'en occuper. Tenka a accepté et s'est joyeusement présenté à Aoba comme la petite amie de Yuki, ce qui l'a énervé encore plus. Dehors, Sahara a essayé de frapper Coco, mais son poing a glissé sur le visage de Coco, la faisant tomber en avant. Coco a aussitôt saisi l'occasion de frapper Sahara, puis l'a envoyé voler vers son Shuki ours. Il a essayé de la manger, mais Chouchou l'a attrapé avant qu'il ne puisse le faire et a tenté de l'écraser. Comme ça n'a pas marché, elle l'a jeté au sol et l'a piétiné, mais il est resté indemne.
Koko a alors commencé à se vanter qu'il ne pouvait pas la vaincre, elle et son Shuki, car elle était glissante et lui était dure comme du titane. Dans la grotte, Yachiho a utilisé l'heure dorée pour vaincre le Shuki araignée, mais il a réussi à déchirer ses vêtements en deux. Quand elle s'est retournée pour parler à Imari, elle a été choquée de voir sa sœur prise en otage par Naon et un autre Shuki. Pendant ce temps, Juryu était retournée à sa base, et elle a informé Shikoku qu'elle avait trouvé ce qu'elle cherchait. La fille serpent s'est vite habillée et a dit qu'il était temps pour elle d'honorer les mortels de leur présence. De retour dans la grotte, Aoba a attaqué Tenka avec une puissante explosion, mais Tenka a utilisé son portail pour l'esquiver. Kyuka a réussi de justesse à l'éviter alors qu'elle continuait à combattre Licorne, le blessant. Elle fut surprise par son propre sang-froid et continua de l'attaquer sans aucune pitié. Au même moment, Aoba évita le trou noir de Tenka puis se mit à courir partout dans la grotte pour qu'elle ne puisse pas la localiser précisément. Tenka fut impressionné par sa réactivité, mais le temps passé à l'admirer la rendit vulnérable à l'attaque d'Aoba, du moins c'est ce qu'Aoba croyait. Lorsqu'elle attaqua, Tenka se téléporta et ouvrit un autre trou noir juste derrière elle. Malgré cela, Aoba fonça et tenta de frapper Tenka en plein visage. La commandante se glissa vite dans un autre portail, et le poing d'Aoba frappa les murs à la place. Quand Tenka réapparut, elle la mit en garde de ne pas détruire sa maison, mais Aoba répondit qu'elles allaient se tirer d'ici. Elle sortit alors une pêche de matos de nulle part et après l'avoir mangée, elle gagna en puissance, faisant se demander à Tenka si elle était parente avec Popeye. Quand elle attaqua enfin, elle utilisa ses cheveux, mais Tenka se téléporta juste à temps pour éviter d'être touchée. Dès qu'elle revint, Aoba repéra sa position et tenta de la frapper à nouveau. Ce fut le début d'un jeu du chat et de la souris très intense, car chaque fois que Tenka se téléportait, Aoba devinait où elle allait réapparaître. Quand Tenka commença à se demander si elle utilisait le haki de l'observation, Aoba révéla que son gain de puissance incluait des sens aiguisés. Dehors, Chouchou et Sahara utilisèrent toutes les attaques possibles contre Koko et son ours, mais tous leurs efforts furent vains. Koko se moqua d'elle, ce qui poussa Chouchou à se plaindre, disant que tout ce qu'elle voulait, c'était sauver Yuki. À l'évocation de Yuki, Koko dit qu'il leur appartenait désormais et se vanta qu'il la laisserait le lécher partout. Cette déclaration enflamma l'imagination de la jalouse Chouchou, ce qui l'énerva encore plus, alors elle dit à Sahara qu'elles allaient utiliser la formation S pour en finir. Koko ne comprit pas ce qu'elle voulait dire, mais elle leur dit d'y aller et l'instant d'après, Chouchou rétrécit. Cela rendit Koko encore plus confuse, et avant qu'elle ne comprenne ce qui se passait, Sahara se mit à courir. Immédiatement, elle ordonna à l'ours de poursuivre Sahara, et juste au moment où ils allaient l'attraper, Sahara se retourna et lança Chouchou directement dans la gueule de l'ours. Une fois en sécurité dans son estomac, elle grandit et s'en extirpa en explosant tout. Sahara activa alors ses pouvoirs et fonça sur Koko après avoir saisi l'une des dents de l'ours. Alors que Koko gisait au sol en crachant du sang, Chouchou lui dit de ne jamais s'en prendre à une fille amoureuse. À ce moment-là, d'autres Shuki sortirent de la grotte, mais Sahara était trop faible pour continuer à les combattre. Alors que Chouchou allait s'occuper d'elle, Koko se soigna avec son slim, et l'ours parvint d'une manière ou d'une autre à se reconstituer. À l'intérieur de la grotte, Yachiho remonta rapidement le temps pour sauver sa sœur de l'embuscade de Naon. Cependant, cela signifiait que l'araignée était toujours en vie, et quand elle tenta d'attaquer Imari, Yachiho figea à nouveau le temps et l'écarta du chemin. Elle continua ainsi pendant un moment, et quand Naon se montra enfin, elle était trop épuisée pour réagir. Heureusement, Imari fut rapide et bloqua l'attaque. Elle repoussa ensuite Naon et dit à Yachiho que c'était à son tour de la protéger. Sachant que Yachiho était fatiguée, elle dévia les flèches tirées par l'araignée, et quand elle se tourna vers Naon, elle vit qu'elle avait disparu. Yachiho proposa qu'elles se regroupent et surveillent leurs arrières, mais cela n'apaisa pas leur incertitude. En attendant que Naon réapparaisse, Imari parla à Yachiho de son arme secrète et demanda à sa sœur de lui faire confiance. Intriguée, Yachiho a dit à Imari de lui montrer son plan et fut très surprise quand ses cheveux sont devenus un bouquet de fusils. Presque aussitôt, Imari a ouvert le feu dans la grotte et Naon s'est demandé si les sœurs se souciaient de leur propre sécurité. Bientôt, les murs ont commencé à s'effondrer et dès que Naon est tombé, Yachiho a remonté le temps avant le bouquet de fusils pour l'arrêter. Elle lui a ensuite dit où Naon se cachait et Imari a immédiatement ouvert le feu sur cet endroit précis. Quand Naon est tombé, elle l'a criblé de balles, tandis que Yachiho faisait de même avec le Shuki araignée jusqu'à sa mort. Pendant ce temps, Tenka jouait encore au chat avec Aoba et elle a réussi à la piéger pour qu'elle frappe son propre Shuki. Avant que le choc ne se dissipe, Kyuka a frappé Aoba avec son sabre, la forçant ainsi à battre en retraite. Tenka a ensuite remercié Kyuka pour son aide, après quoi elle a reporté toute son attention sur Aoba. Cette dernière n'a pas apprécié qu'on se joue d'elle, alors elle a recommencé à courir partout mais Tenka s'y attendait.
Elle a créé un trou noir qui a piégé Aoba et l'a laissé vulnérable à n'importe quelle attaque. Cependant, elle n'a pas réussi à se résoudre à lui porter le coup de grâce. Son hésitation a permis à Aoba de s'échapper et de la frapper avec un puissant jet d'énergie qui l'a presque achevée. Alors qu'elle était au sol, Naon a demandé pourquoi elle ne l'avait pas tuée, et Tenka a dit que c'était pour ne pas attrister Yuki. Aoba l'a traitée d'idiote pour sa pitié, mais s'est dite heureuse que Tenka ait pris en compte les sentiments de son frère. Quand elle a dit qu'elle l'aimait bien, Tenka s'est imaginée mariée à Yuki avec Aoba comme belle-sœur attentionnée. À ce moment-là, Kyuka s'est précipitée vers elle pour lui demander si elle allait bien. Tenka l'a rassurée, mais a admis qu'elle n'était plus en état de continuer le combat. Après qu'elle s'est évanouie, Kyuka s'est préparée à affronter Aoba et la licorne. À cet instant, Coco et son ours blessé sont arrivés en courant, et quand ils se sont arrêtés, Naon s'est montré. Pendant qu'elle racontait tout à Aoba, les amis de Kyuka sont aussi arrivés pour la soutenir. Kyuka a alors demandé à Aoba et ses amis de se rendre, mais avant leur réponse, le plafond s'est ouvert et Juryu est descendu avec Shikoku. Leur atterrissage a soulevé beaucoup de poussière, et une fois dissipé, Juryu tenait Coco et Naon par le cou. Surprise, Yachio a demandé si elles n'étaient pas alliées, et Shikoku lui a dit de ne pas comparer des dieux à de la vermine mortelle. Elle a dit qu'elles étaient les 8 dieux du tonnerre, et qu'en plus de contrôler les Shuki, leur mission était d'anéantir l'humanité. Son introduction théâtrale a semblé agacer le Shuki ours, qui a alors tenté de l'attaquer. Shikoku a ordonné à Juryu de s'en occuper, alors elle a frappé le sol du pied, en voyant tout le monde valser. Enfin, tout le monde sauf Kyuka, Yuki et Aoba, qui s'est énervé qu'on menace la sécurité de son frère. Quand elle a voulu attaquer Shikoku, la jeune fille a ordonné à la licorne de la défendre, ce qu'elle a fait. Aoba fut surprise que son animal l'attaque, alors Shikoku a expliqué qu'il était redevenu sauvage car un de ses serpents l'avait mordu. À ce moment, le Shuki a troqué son allure de titan cuirassé pour celle d'un titan colossal et a chargé Aoba avec une intention meurtrière. Heureusement, Yuki et Kyuka l'ont intercepté avant qu'il ne l'atteigne, et un combat intense a commencé. Pendant qu'ils se battaient, Juryu a dit à Shikoku qu'il fallait partir, mais Shikoku a voulu rester et a demandé à Juryu d'emmener Coco et Naon. Après le départ de Juryu, Shikoku se reconcentra sur le combat, intrigué par la force de Yuki. Le garçon garda son calme et à chaque coup de poing, il canalisait son énergie pour faire plus de dégâts. Alors qu'il allait gagner, le Shuki rugit et changea d'apparence pour ressembler à un crabe mal formé. Il chargea Yuuki et l'envoya valser avec Kyuka, mais le duo se releva aussitôt, prêt pour la prochaine attaque. Quand il s'approcha, Yuuki attrapa sa corne dans sa bouche et la mordit avec ses dents renforcées. Cela permit à Kyuka d'attaquer le Shuki et de lui trancher un bras, le forçant à reprendre sa forme initiale. Comme les chaînes partaient de son cou, le garçon tira dessus, maintenant le Shuki en place. Kyuka chargea alors, pensant à tous ceux qu'elle avait perdus le jour de l'attaque de sa ville natale. D'un coup puissant, elle mit fin à ses jours, et ses morceaux tombèrent au sol en un tas informe. Voyant cela, Shikoku s'éclipsa via son portail d'ombre, et Kyuka demanda à Yuki de réunir leurs amis. Pendant ce temps, elle rendit hommage aux siens, lâchant enfin le chagrin porté depuis toutes ces années. Peu après, Tenka téléporta les filles au dortoir et revint presque immédiatement. Elle dit que Nei gérait déjà la situation et que les autres seraient hospitalisés pour être soignés. Après s'être appuyée contre Kyuka, celle-ci demanda à Aoba ce qu'elle comptait faire. Aoba dit qu'elle tenterait de sauver ses amis, alors Kyuka lui proposa son aide. Elle refusa car, même si elle leur faisait confiance, elle ne pouvait toujours pas se fier à leur organisation. Yuki nota qu'elle ne pouvait plus rester au village caché, mais Aoba lui dit de ne pas s'inquiéter. Elle lui explique qu'il possède d'autres villages cachés et qu'une fois leurs adieux faits, elle partira s'installer dans l'un d'eux. Pourtant, Yuki tenta de la convaincre de venir avec eux car il ne voulait plus être séparé d'elle. Tenka l'interrompit rapidement et dit qu'elle était d'accord avec le plan d'Aoba. Elle expliqua que malgré les apparences, la commandante suprême avait une moralité douteuse, le dortoir yin-yang en étant la preuve. Si Aoba rentrait avec eux, elle serait sûrement emprisonnée et torturée pour livrer ses amis. Yuki réalisa que Tenka avait raison. Cependant, il ne pouvait s'empêcher de s'inquiéter pour la sécurité de sa sœur. Plus tard, il rentra au dortoir avec Tenka et Kyuka et Nei, soulagée, courut l'embrasser. Après lui avoir dit sa joie de le voir, elle informa Kyuka que Himari et les autres sortiraient dans 3 jours. Tenka dit qu'elle allait se faire examiner, mais prévint Yuki qu'à leur prochaine rencontre, elle attendait une récompense. Après ça, Yuki est allé au dortoir avec Kyuka et Nei, mais Kyuka lui a ordonné de monter la garde pendant qu'elle se baignait.
Nei a remarqué que Yuki semblait troublé, alors elle a commencé à lui parler et il a avoué se sentir coupable de ce qui était arrivé. Nei savait que le réconforter ne ferait qu'empirer les choses, alors elle lui a dit que pour se racheter, il devait surveiller le dortoir. Cela a semblé lui remonter le moral, alors elle est partie lui chercher de la nourriture. Juste au moment où il finissait de manger, Kyuka est sortie et a désactivé sa capacité. Elle lui a ensuite dit de venir dans sa chambre après son bain pour qu'elle puisse lui donner sa récompense. Yuki a fait ce qu'on lui disait, mais alors qu'il était dans son lit, il ne pouvait s'empêcher d'être nerveux. Quand Kyuka l'a enfin rejoint au lit, elle lui a demandé de se détendre car il n'allait pas faire de folie. Sa récompense était de dormir dans le même lit qu'elle, mais elle l'a quand même embrassé sans raison. Après être restée à ses côtés quelques secondes, elle a décidé de l'assommer car s'il ne dormait pas, sa récompense ne serait pas complète. Pendant ce temps, dans le repère des dieux, ils ont donné Koko et Naon à une étrange créature, le réceptacle d'un autre dieu. Quelques jours plus tard, une fête a eu lieu au dortoir de la 7e escouade pour célébrer le retour de Himari et des autres. Pendant le toast, Yuki a remercié les filles d'être venues le sauver, mais quand son discours est devenu trop long, elles l'ont coupé. Après la fête, Yuki s'est retiré dans sa chambre et en regardant le porte-clés d'Aoba, il s'est rappelé leur discussion dans la grotte. Après qu'il s'est inquiété pour Aoba, Kyuka a promis de devenir le prochain commandant suprême et de changer la force de défense. Aoba lui a dit que si elle y parvenait, elle accepterait de faire confiance à l'organisation et Yuki en fut heureux. L'instant d'après, la grotte a commencé à s'effondrer, alors Yuki a proposé de ramener Aoba vers l'entrée. Au lieu de répondre, Aoba l'a serré dans ses bras et lui a donné son porte-clés en lui demandant de le réparer. Elle s'est ensuite éloignée, indiquant qu'elle ne le suivrait pas, alors Yuki a promis de trouver un moyen de redevenir humain. Ces paroles ont ému Aoba aux larmes et elle lui a dit qu'elle était fière de l'homme qu'il était devenu. De retour au présent, Yuki s'est juré de tenir sa promesse envers Aoba, puis il s'est endormi. Le lendemain matin, Tenka s'est téléportée dans sa chambre et l'a réveillée, disant qu'elle venait chercher sa récompense. Yuki était si choqué qu'il n'a pas bougé jusqu'à ce que Kyuka fasse irruption dans la chambre pour le chercher. En voyant Tenka, elle lui a calmement dit de retourner à son dortoir, alors Tenka est partie en promettant de le revoir bientôt. Dès son départ, Kyuka s'en est prise à lui et l'a frappé pour avoir laissé cette fille le toucher sous son toit. Plus tard, il est allé s'entraîner avec Himari, qui a dit vouloir améliorer ses capacités. Pendant l'entraînement, Chouchou, dans la tour de garde, a élaboré un plan pour que Yuki tombe fou amoureux d'elle. À ce moment-là, Nei a crié que des portails s'étaient ouverts à proximité, alors tout le monde s'est préparé à partir. Comme d'habitude, Yuki s'est transformé et a servi de transport à Kyuka jusqu'au site. À leur arrivée, ils ont rejoint les autres pour massacrer les Shuki qui s'étaient rassemblés là sans aucune pitié. Pendant ce temps, Aoba était dans une autre partie de Mato, à la recherche de ses amis. Pensez-vous qu'elle subira le même sort que ses amis, ou Yuki et Kyuka trouveront-ils un moyen de sauver tout le monde à temps? Si vous voulez savoir ce qui se passe ensuite, commentez la suite. Aussi, n'oubliez pas de regarder la prochaine vidéo.